Avant de mesurer un véhicule, il faut s'assurer que la surface d'appui où reposent les roues sont bien de niveau. Sinon, les valeurs mesurées avec un appareil de géométrie, chasse, carrossage, inclinaison de pivot et angle inclus, seront mauvaises. Les valeurs sont mesurées sur un niveau de sécurité mécanique ou le sol pour ceux qui n'ont pas de pont-ciseaux. Pour le contrôler, il vous faut un laser 360 degrés et des piges de mesure sur 4 points. Il faut prendre en compte la hauteur des plateaux pivotants et des plaques de ripage. En général, la planéité du pont ou du sol ne doit pas dépasser 2 mm en diagonale. L'astuce, si votre sol ou votre pont n'est pas parfaitement de niveau, est de faire des plaques de métal qui se mettront en dessous des plateaux ou des plaques de ripage pour compenser la hauteur. La diagonale doit être inférieure à 2 mm pour ne pas avoir de problème de mesure avec votre appareil de géométrie. Pour terminer les vérifications qui vont vous assurer une bonne géométrie, il faut contrôler l'état général avec un tableau. Ce tableau, vous le retrouverez dans les feuilles annexes à télécharger. Vous retrouverez votre pont élévateur avec les 4 points de mesure que je vous ai dit précédemment. Et ensuite, ce tableau, donc, vous respectez 3 étapes, 3 colonnes, bon état, manquant ou mauvais état, à vous de cocher et de vérifier votre matériel. L'état des plateaux pivotants est primordial et les plaques de ripage aussi. Donc, il faut donc vérifier la rotation, si elle est correcte, s'il n'y a pas quelque chose qui bloque la rotation, parce que s'il y a un plateau qui a lui une résistance et l'autre qui est libre, eh bien, ça va vous donner de mauvaises valeurs en chasse, en pivot ou en inclinaison, donc en angle inclus. Alors, à vous de vérifier cette rotation en posant vos mains dessus, en dégoupillant les plateaux et en essayant de les tourner à la main. Il faut qu'elles soient libres des deux côtés de la même façon. Si vous travaillez avec un pont, ciseaux, 4 colonnes, les sécurités mécaniques doivent fonctionner correctement. Donc, à vous de monter l'ensemble sans véhicule, ce n'est pas obligatoire. Vous le redescendez et vous devez voir un verrouillage des deux côtés. Sinon, ce qui peut se passer, c'est que quand vous allez essayer de faire une géométrie, vous ne mettez pas de sécurité. Ce qui va se passer selon le poids du véhicule, vous allez avoir, si le moteur est à l'avant, une inclinaison, puisqu'on sera sur les vérins, par exemple si c'est des vérins hydrauliques, vous serez donc sur une inclinaison vers l'avant ou à l'arrière si le moteur est à l'arrière. La répartition des masses du poids sur le pont va changer d'un véhicule à un autre. Le but des sécurités mécaniques vont verrouiller le pont élévateur et vous empêcher cette répartition de masse différente qui pourrait du coup fausser aussi les valeurs. Le bloc volant doit bien serrer le volant. Donc, pour qu'il fasse bien son travail, vérifiez sa surface d'appui, qu'elle soit correcte, qu'elle ne soit pas abîmée, qu'elle n'abîme pas le siège aussi. Bon, même si ça, c'est un deuxième aspect sur le bloc volant, le mieux, c'est de quand même mettre une protection sur le siège, surtout si on a des sièges en cuir, et vous pouvez le poser dessus. Vérifiez bien que son déplacement est correct, que la tige ne soit pas tordue, que son système de verrouillage fonctionne, qu'il ne puisse pas bouger. Si vous n'avez pas celui-ci comme bloc volant, vous pouvez aussi prendre un bloc volant à ressort ou un système mécanique qui se met de travers. Vérifiez que les deux supports anneaux du volant soient en bon état, qu'il n'y ait pas une déformation, sinon il aurait peut-être la facilité de déplacer le volant. Donc voilà, c'est tout un ensemble, mais il est primordial que lui soit en bon état. Le presse-pédale doit bloquer entièrement la pédale de frein afin de mesurer de bonnes valeurs. On verra qu'il a une importance pour mesurer certains angles. Donc ce presse-pédale doit être correct, pas tordu, avec un blocage au niveau de la pédale de frein. Celui-ci, c'est un système à crémaillère. Vous n'êtes pas obligé d'avoir celui-ci, vous pouvez avoir le basique, celui qui va juste appuyer entre le siège et la pédale de frein, une tige métallique, mais bien sûr, il faut qu'elle ne soit pas trop abîmée pour bien faire son travail. La cale de blocage de roue est primordiale pour la sécurité du travail. Le fait de caler les roues arrière ou une roue arrière avec 2 cales de sécurité, ça va vous éviter que le véhicule se déplace quand vous ne le souhaitez pas. Ces 2 cales, donc, vous les mettez derrière la roue et le véhicule va rester bloqué. Elle se retrouve comme ça, mais vous pouvez aussi mettre une cale en bois, ça fonctionne aussi très bien. Le niveau à volant est aussi très important ou intéressant. Vous pouvez travailler sans, puisque vous pouvez bloquer le volant
visuellement, vous pouvez mettre un volant droit. Mais le niveau à volant va vous assurer de mettre correctement votre volant droit. Il faut savoir que toutes nos directions assistées aujourd'hui sont ultra assistées et on voit une précision au niveau du volant qui est beaucoup plus grande qu'il y a 30 ans. Donc, ce niveau à volant va vous assister, vous aurez une précision sur votre travail. Bien sûr, il faut que tout le reste puisse bien fonctionner, le bloc volant qui fasse bien son travail, mais vous aurez donc un résultat irréprochable. Une housse de protection. Alors, je sais que ce n'est pas un outil ou quelque chose qu'on utilise souvent dans un atelier, mais ça peut être bien pour éviter surtout que la poussière se dépose sur les caméras. Pour le clavier, pour l'ordinateur, pour ceux qui ont des meubles, bon, c'est aussi bien au point de vue esthétique, mais au niveau des caméras, le fait d'avoir un petit film de poussière peut empêcher le faisceau lumineux à communiquer avec l'autre faisceau et du coup peut-être faire un petit décalage de valeur et donc voilà, ça peut être une occasion d'éviter des pannes. À retenir dans environnement et accessoires. Avant d'effectuer une géométrie sur un véhicule, il est primordial de vérifier la surface d'appui où reposent les roues et la diagonale ne doit pas dépasser 2 mm. Il est également nécessaire de vérifier tous les accessoires indiqués dans le tableau en annexe pour effectuer une géométrie dans les meilleures conditions. Une bonne géométrie, c'est quoi? Pour qu'un véhicule présente un comportement routier optimal et une usure de pneus minimale, le réglage des trains roulants doit être correct. Nous recherchons l'effet miroir, un parfait équilibre avec les mêmes valeurs entre la roue gauche et la roue droite sur le même essieu. Un véhicule, quel que soit son âge, demande une vérification et un réglage périodique des trains roulants. L'appareil contrôle le positionnement des roues en mesurant les différents angles, parallélisme, carrossage, chasse. Ces valeurs sont comparées aux cotes d'origine du constructeur, puis ramenées dans une fourchette de tolérance. Des valeurs non conformes entraînent un inconfort de conduite, avec la perception que le véhicule tire à gauche ou à droite, une lourdeur dans la direction, une usure anormale prématurée et dissymétrique des pneumatiques. Lorsque le comportement routier présente des anomalies ou qu'il y a une usure anormale, un contrôle de géométrie permet de déterminer quelles en sont les causes et comment ramener le véhicule à un état conforme en effectuant les interventions appropriées. Sur ce tableau, nous pouvons remarquer que chaque angle différencié peut provoquer des anomalies, des problèmes spécifiques que l'on peut rencontrer régulièrement selon la demande du client. Ce qui peut créer une usure anormale des pneumatiques peut venir du parallélisme avant, du carrossage, de l'inclinaison de pivot, de l'angle inclus, du parallélisme arrière ou l'angle de poussée. En diagnostic, il faut partir du principe que tout ce qui n'est pas réglable ne se dérègle pas. La plupart des angles de géométrie ne sont pas réglables. Ce sont donc des déformations de pièces ou de liaisons qui sont responsables des dysfonctionnements. Sur les angles qui sont réglables, il est peu probable que ceux-ci bougent compte tenu de leur assemblage sous contrainte. À retenir dans la géométrie des véhicules. Des valeurs non conformes entraînent 4 conséquences. Une usure anormale des pneumatiques, le véhicule tire en ligne droite avec le volant lâché, on parlera d'une modification de la trajectoire. Petit rappel du code de la route, c'est une obligation légale de le tenir, car vous risquez une verbalisation si vous êtes pris en flagrant délit. Le volant n'est pas aligné en ligne droite, ressenti de réaction dans le volant. Le véhicule est conduit par le sol. Les 6 contrôles obligatoires sont les pneumatiques, les suspensions, les articulations, la direction, le freinage, les jantes. Je vais détailler dans les leçons qui suivent chacun des 6 contrôles à effectuer systématiquement. Trop longtemps négligé ou oublié par certains, cette vérification va faire la différence sur le résultat final.
Il faut vérifier la pression à l'état froid et la réajuster si nécessaire en se conformant aux données des constructeurs. Si vous êtes contraint de la vérifier à chaud, ajoutez 0,3 bar. Vous pouvez vous conférer sur le lien ci-dessous pour vous aider à trouver exactement la pression des pneus à effectuer selon chaque véhicule. Les dimensions doivent être similaires sur le même essieu et doivent coïncider avec les données constructeurs. L'aspect visuel sur le pneumatique est important. L'aspect tactile, la sensation d'accroche, le plat, est très importante. Voir le tableau ci-dessous. L'usure en dents de scie, c'est un parallélisme incorrect. Pour le corriger, il faut régler le parallélisme. Contrôler les cylindres blocs avant et remplacer-les si nécessaire pour éviter la répétition du problème. Il est possible de sentir avec la main posée sur le pneu la sensation d'accroche en poussant et en tirant. Si je sens une accroche quand je pousse, alors il roule en parallélisme en ouverture. Si je sens une accroche quand je tire, alors il roule avec un parallélisme en pince. L'usure d'un seul côté, c'est un carrossage excessif. Pour le corriger, il faut effectuer un réglage géométrie. Vérifiez les amortisseurs, rotules de suspension et les cylindres blocs des bras de suspension. Remplacez si nécessaire les pièces usées. La sensation d'accroche en poussant et en tirant n'existe pas. L'usure au centre, c'est un problème de pression-gonflage excessive. Les nervures du centre de la bande de roulement sont usées. Pour le corriger, il faut effectuer un réglage de géométrie, mais surtout vérifier la pression des pneus, ils sont trop gonflés. L'usure des épaulements, c'est un problème de pression de gonflage insuffisante. Les sculptures sont usées des deux côtés. Pour le corriger, il faut vérifier la pression des pneus, ils sont sous-gonflés. L'usure en biseau ou en biais est causée par les organes de suspension usés ou déformés, et parfois du pneu qui est sensible au phénomène. Il faut vérifier les organes de direction, de suspension. Remplacez-les si nécessaire, puis changez les pneus s'ils sont trop endommagés et faites une géométrie. Il existe des appareils pour sortir un rapport détaillé de tous les problèmes que je viens d'évoquer en scannant les pneumatiques. C'est un outil simple d'utilisation et qui complète le diagnostic avant d'effectuer une géométrie. Je vous mets le lien ci-dessous si vous êtes intéressé. La suspension. Vérifiez l'état des amortisseurs en appuyant sur le véhicule et regardez son comportement. N'hésitez pas à prendre du recul. La symétrie et le respect des hauteurs de caisse, droite et gauche, doivent être bonnes et identiques. Pour vérifier, relevez les valeurs avec un mètre à ruban la différence entre les deux côtés. Certains constructeurs peuvent donner des hauteurs prises sous coque ou dessous d'aile, il suffit de suivre les endroits indiqués. Vérifiez les jeux des fixations de bras quand le véhicule a les roues levées avec les deux mains posées à la verticale sur le flanc du pneu. En cas de défaut, vous pourrez sentir un jeu ou entendre un claquement. Si un amortisseur est HS, vous allez constater que la direction devient plus rigide en tournant ou sentir une perte de contrôle du véhicule qui s'installe sur un essai routier. Faites attention aux véhicules proches de 80 000 km ou plus. Les risques d'usure existent, mais cela varie en fonction des modèles de voitures, mais aussi et surtout en fonction des conducteurs. En moyenne, il faut changer les amortisseurs tous les 70 000 à 150 000 km suivant leur usure. C'est un élément qui n'est pas à négliger pour ne pas avoir de retour suite à des réglages de géométrie. Si un élément est défectueux, il faut changer des pièces avant d'effectuer un réglage. Les articulations. Vérifiez l'état, bruit et le jeu des rotules. Examinez l'état et le serrage des biellettes et testez le jeu des roulements de roues. Vous pouvez faire un premier test au sol en tournant les roues grâce au volant pour sentir dans la direction des claquements. Ce test fonctionne bien sans plateau pivotant, mais il ne donne pas précisément la pièce endommagée. Deuxième test, en levant le véhicule, vous prenez la roue avec vos deux mains sur les deux flancs à l'horizontale et vous pouvez essayer de bouger la roue pour sentir un jeu ou entendre un claquement. Il n'est pas possible de faire une géométrie correcte avec un jeu détecté.
la direction, la bonne fixation de la crémaillère, les jeux et l'absence de point dur. Premier test sur les plateaux pivotants dégoupillés, tournez les roues avec le volant de gauche à droite en butée pour sentir un point dur. Deuxième test, en levant le véhicule, vous prenez la roue avec vos deux mains sur les flancs à l'horizontale et vous essayez de bouger la roue pour sentir un jeu ou entendre un claquement. Si un jeu est détecté, le test est plus précis sans la roue pour déterminer précisément la pièce endommagée. Il est possible de vérifier le point milieu d'une crémaillère ou d'une direction manuellement. Ce n'est pas à faire à chaque fois, mais ça peut vous servir en cas de doute. La méthode que je vais vous donner est plus précise sur des plateaux pivotants. Il faut avoir du scotch et du Chatterton. Montez dans le véhicule, braquez le volant à droite, en butée, mettez un morceau de scotch sur le volant à midi, puis braquez le volant à gauche, en butée, et mettez un morceau de scotch sur le volant à midi. Le milieu de la direction est entre les deux morceaux de scotch. Logiquement, vous devez être proche du milieu avec le volant droit. Alors, ce n'est pas grave si vous êtes un peu incliné à droite ou à gauche, mais ça vous donne une idée sur l'ensemble. Le freinage. Regardez la fixation des disques et étriers. La rotation doit être libre sans le frein quand les roues sont levées. La vérification du freinage avec le presse-pédale est importante pour avoir de bonnes valeurs de chasse, de pivot et d'angle inclus. Si la voiture est ancienne, avec des freins défectueux, il faut changer les pièces avant de faire les mesures, sinon vous n'aurez pas les vraies valeurs sur votre rapport de géométrie et vous risquez de partir sur un mauvais diagnostic. Nous verrons sur un prochain chapitre l'importance de bien mettre le presse-pédale. L'état de la roue. Attention au voile de la roue. Il ne doit pas dépasser 1 mm 2, sinon l'appareil n'est pas capable de le compenser correctement. La compensation de voile doit se faire électroniquement avec l'appareil de géométrie. Il faut éviter de positionner vos griffes, les embouts qui se fixent donc sur la jante, il faut éviter qu'elles soient sur une déformation ou sur une masse. Si vous avez des griffes 3 points autocentrées, des griffes Porsche ou BMW, vous n'êtes pas concerné par le dévoilage. Mais faites attention à l'état général de la jante et de l'appui de la griffe. Soyez vigilants au relief des jantes alu. De plus en plus de jantes ont un relief esthétique de plusieurs millimètres. Mais si les pions des griffes se logent dessus pour certains et dedans pour d'autres, elles pourront induire en erreur l'appareil de géométrie. À retenir dans les 6 contrôles préliminaires obligatoires. Il y a 6 contrôles préliminaires à effectuer avant une géométrie. Les pneumatiques, les suspensions, les articulations, la direction, le freinage et l'état de la roue. La pression, l'aspect et le tactile des pneus est très important. Il faut vérifier l'état des amortisseurs, des rotules, du freinage, de la jante, la bonne fixation de la crémaillère et toutes les autres pièces qui peuvent assurer que le véhicule est en bon état. Le parallélisme. Il faut observer le véhicule en vue de dessus. C'est un angle formé par les roues par rapport à leur parallèle ou l'axe de symétrie du véhicule. Le parallélisme de chaque roue est appelé parallélisme partiel ou demi-parallélisme. Le parallélisme total est la somme du demi-parallélisme gauche et droit des roues appartenant au même essieu. Souvent, la valeur de parallélisme est exprimée en degrés minutes, mais les tolérances sont généralement fournies par les fabricants en millimètres. Pour la conversion, il est nécessaire d'utiliser un tableau et de connaître le diamètre de jante. Nous verrons sur un prochain chapitre
en détail ce tableau. La démarche d'un utilisateur de l'appareil de géométrie est d'avoir sélectionné le bon véhicule dans la base de données et de se rapprocher à l'arrêt du bon réglage de tolérance conseillé par le constructeur. Il est important de connaître les conséquences d'un déréglage de parallélisme. Il y a l'usure anormale des pneumatiques, le volant de travers, un manque d'adhérence et aussi une consommation excessive de carburant due au frottement au sol. Un mauvais réglage ne fait pas tirer un véhicule. Donc, si un conducteur vient avec ce problème, il faudra chercher un réglage sur un autre angle. Les angles ont une direction selon leur signe plus ou moins. S'il y a de la pince, c'est un angle positif. S'il y a de l'ouverture, c'est un angle négatif. Les deux roues du même essieu doivent être parallèles et alignées avec l'arrière. J'ai un moyen mnémotechnique. En parallélisme, la règle, elle est PP. Les deux lettres PP égale pince positif. Pourquoi ne mettons pas toutes les voitures à 0 degré? Eh bien, c'est très simple. Avec l'effet de la poussée ou de la traction, on prévoit de l'ouverture ou de la fermeture à l'arrêt, afin qu'en roulage, lorsque les jeux s'éliminent, les roues se retrouvent parallèles. Si les roues arrière sont en propulsion, elles tendent à s'écarter. Par contre, si les roues motrices sont à l'avant, donc sont en traction, elles tendent à se rapprocher. De plus, pour compenser le jeu de l'ensemble des pièces élastiques des organes de liaison aux roues, on fera converger les roues avant d'une propulsion par du pincement et diverger les roues avant d'une traction par de l'ouverture. Cependant, des nouvelles technologies tendent à varier ces données sur certains véhicules en raison de leur conception des trains roulants et des corrections électroniques et du couple moteur. Et pourquoi il y a des tolérances de constructeurs? Eh bien, ça va être utile parce qu'une personne qui roule uniquement sur l'autoroute et une autre qui roule sur des routes de campagne avec plein de virages n'aura pas les mêmes besoins de réglage. C'est pour ça qu'il y a des tolérances. Il faut les utiliser pour satisfaire l'usager en respectant la tolérance du constructeur. Il est utile de regarder l'usure des pneus qui ont roulé avec l'ancien réglage pour éviter de faire les mêmes erreurs. À retenir dans le parallélisme. Le parallélisme est un des angles principaux. Il est formé par les roues par rapport à leur parallèle ou l'axe de symétrie du véhicule. Le but est d'obtenir un angle gauche et droite symétrique et aligné avec l'arrière. De l'ouverture est égal à du négatif, de la pince est égal à du positif. Le parallélisme peut causer une usure des pneumatiques, un volant de travers, un manque d'adhérence ou une consommation excessive du carburant. L'angle d'inclinaison est la vue de face de la roue par rapport à la verticale. Le rôle est de compenser la charge du véhicule. On parle d'un angle de carrossage négatif ou appelé contre-carrossage lorsque l'angle est destiné à optimiser l'efficacité des pneus en virage pour les véhicules de compétition afin d'être le plus proche de la perpendiculaire dans les contraintes maximales, c'est-à-dire le freinage, l'accélération et les virages. À haute vitesse, le carrossage négatif améliore la stabilité, mais elle provoque une usure sur la partie intérieure des pneumatiques. L'angle de carrossage positif, ou appelé carrossage, est très rarement utilisé car il absorbe les inégalités de la route, mais rend le véhicule plus instable à vive allure et il oblige obligatoirement à utiliser une barre anti-roulis. Il provoque une usure sur la partie extérieure des pneumatiques et il est important aussi de connaître les conséquences d'un déréglage du carrossage. Ça provoque donc une usure anormale des pneumatiques, un tirage du véhicule, un volant de travers et un manque d'adhérence. S'il est inégalement réparti,
Cela va créer un tirage du côté où l'angle est le moins important. Moyen mnémotechnique pour rappeler le sens du signe. Rappelons-nous, positif, négatif. En carrossage, la règle est le pot de fleurs. Quand on a cette forme de pot de fleurs, le mot pot vous rappellera positif. Toutes les voitures se règlent en carrossage? Non, malheureusement, souvent nous sommes obligés de changer les pièces défectueuses quand elles sont hors cote. Mais certaines voitures ont des réglages de carrossage. Généralement, c'est possible grâce à des vis sur lesquelles est montée une rondelle excentrique orientée. Cela permet le réglage du train roulant par un effet cam et un écrou qui est de l'autre côté qui sert à bloquer l'inclinaison voulue. Il est toujours intéressant de regarder visuellement sous le véhicule l'inclinaison de cette rondelle qui doit normalement avoir la même orientation sur les deux roues du même essieu. Il peut arriver que le réglage soit au niveau de la coupelle d'amortisseur pour certains modèles de véhicules, par exemple BMW, ou sur l'embase de suspension avec des vis, et même en décalant le berceau pour certains modèles Volkswagen. Pour trouver l'emplacement des réglages, il faut parfois chercher dans les documentations des constructeurs ou dans les informations complémentaires des appareils de géométrie. Pourquoi ne mettons pas toutes les valeurs de carrossage à 0 degré pour ne pas user le pneu sur les bords? Tout dépendra du type de suspension, du poids du véhicule et de sa fonction au quotidien. Gardons à l'esprit que tous les angles sont liés. Nous savons que le parallélisme est parfois dans le plus ou dans le moins, donc nous jouons avec le carrossage pour avoir une usure plus régulière en préférant sur les véhicules récents le carrossage négatif pour améliorer la stabilité à vive allure. Ce n'était pas le cas auparavant avec les routes qui étaient en pavé et bombées au temps des carrosses. Ils n'avaient pas les mêmes appuis et suspensions, il fallait jouer avec cette inclinaison pour ne pas casser les moyeux. À retenir dans le carrossage. Le carrossage est un des angles principaux. C'est l'angle en vue de face de la roue par rapport à la verticale. Un carrossage négatif est égal à un contre-carrossage et un carrossage positif est égal à un carrossage. Le carrossage peut engendrer une usure anormale des pneumatiques, un tirage du véhicule, un volant de travers ou encore un manque d'adhérence. C'est l'angle d'inclinaison de l'axe de pivotement de la roue qui est dans le sens longitudinal du véhicule. Plus la chasse est positive, plus la voiture est stable en ligne droite et aura un meilleur rappel des roues après le braquage. Trop de chasse peut provoquer des instabilités dans les virages, une direction dure et un rappel de volant trop important. Un angle de chasse bien réglé permet une bonne stabilité de la direction en ligne droite et un bon rappel de roue après le braquage. Au braquage, la chasse donne du carrossage négatif à la roue extérieure du virage et du carrossage positif à la roue intérieure, ce qui est bénéfique à l'accroche du train avant. Une chasse négative donne un flottement du véhicule, donc une instabilité de direction comme une roue de chariot. Si elle est inégalement répartie, il y aura un tirage du côté où l'angle est le plus faible et une direction instable. Il est important de connaître les conséquences d'un déréglage de la chasse. Tirage du véhicule, volant de travers et véhicule instable. Un mauvais réglage ne provoquera pas d'usure de pneumatique sur un véhicule. Donc si un conducteur vient avec ce problème, il faudra chercher un réglage sur un autre angle. Toutes les voitures se règlent en chasse? Non, malheureusement. Souvent, nous sommes obligés de changer les pièces défectueuses quand elles sont hors cote. Mais certaines voitures ont des réglages de chasse. Généralement, c'est possible grâce à des vis sur lesquelles est montée une rondelle excentrique orientée comme pour le carrossage. Cela permet le réglage du train roulant par un effet cam et un écrou qui sert à bloquer l'inclinaison voulue. Il peut arriver que le réglage soit au niveau de la coupelle d'amortisseur pour certains modèles de véhicules ou en mettant des cales derrière un triangle de différentes épaisseurs pour avoir le bon réglage
comme certaines Ferrari ou Saab. Attention, le carrossage et le parallélisme vont changer aussi. Vous pouvez trouver un réglage par tirant qui est le plus simple et le plus précis, mais le plus rare. Il faut parfois chercher dans les documentations des constructeurs ou dans les informations complémentaires des appareils de géométrie. Que se passe-t-il si la chasse des roues avant est négative? Si la chasse a une valeur soutenue dans le négatif, cela transforme le véhicule en caddie de supermarché. Quand je pousse un chariot dans un magasin, je vois bien que la roue est instable. Elle bouge toute seule et si je le lance, il ne partira pas en ligne droite. Le phénomène est amplifié sur un véhicule car j'ai une crémaillère de direction. Quand je vais accélérer, le véhicule partira dans une direction et quand je vais freiner, je partirai dans une autre. Nous voyons ce problème quand un 4x4 est rehaussé. Plus on le lève et plus la chasse positive réduit. Il faut surveiller la valeur après la rehausse sur le rapport de géométrie et trouver un juste équilibre pour avoir un véhicule stable et agréable à conduire. Que se passe-t-il si les roues avant ont une chasse excessive? L'angle de chasse positive permet de gagner en stabilité. Mais attention, il accroît par la même occasion le sous-virage. Il faut trouver l'équilibre et ne pas tomber dans l'excès de stabilité car c'est un risque à forte allure d'aller tout droit en virage. Nous voyons ce problème quand un véhicule est rabaissé. Quand on le baisse, la chasse positive grandit. Il faut surveiller la valeur après les changements de hauteur sur le rapport de géométrie et trouver un équilibre pour avoir un véhicule plaqué au sol et agréable à conduire. Une Harley-Davidson avec une fourche longue a une très bonne stabilité en ligne droite. Sur la route 66, c'est parfait, mais elle a beaucoup plus de difficultés à prendre des virages par rapport à d'autres motos avec moins de chasse. Maintenant que l'on a vu le parallélisme, le carrossage, la chasse, il faut savoir qu'il y a un ordre qui est défini en cas de réglage complet d'un véhicule. Il faut commencer par le carrossage arrière, le parallélisme arrière, la chasse avant, le carrossage avant et à la fin le parallélisme avant. Si ce sens n'est pas respecté, vous n'arriverez pas à mettre les bonnes valeurs sur les roues et vous allez perdre du temps. Donc, respectez bien ce sens, c'est très important. À retenir dans la chasse. La chasse est un des angles principaux. C'est l'angle d'inclinaison de l'axe de pivotement de la roue dans le sens longitudinal du véhicule. Une chasse positive entraîne une stabilité en ligne droite et un bon rappel de roue après braquage. En revanche, une chasse négative donne un flottement du véhicule, donc une instabilité de direction. La chasse peut provoquer un volant de travers, un véhicule instable ou un véhicule qui tire. L'angle de poussée est l'angle formé par l'axe du train arrière et l'axe de symétrie du véhicule. L'essieu arrière est déterminant pour la trajectoire du véhicule. C'est pourquoi toutes les mesures relatives aux roues avant se rapportent à l'axe de poussée. Si vous faites des modifications sur l'arrière, méfiez-vous du véhicule. Regardez s'il dispose de l'ADAS, Advanced Driver Assistance System. Il s'agit des systèmes électroniques qui aident le conducteur pour la conduite et le stationnement. Toutes les caméras et les capteurs de la voiture dépendent de l'angle de poussée et c'est plus prudent de faire une calibration de celle-ci avec des outils spécifiques après une intervention mécanique. Dans un fonctionnement normal, les axes de l'essieu avant et arrière sont confondus. Donc, les 4 roues sont parfaitement alignées, ce qui permet d'avoir une bonne trajectoire du véhicule. Lorsqu'un défaut apparaît sur l'axe de l'essieu arrière, une roue ou l'axe entier décalé, les axes ne sont plus confondus, ce qui provoque une usure prématurée des pneus et un décentrage de la direction. Si l'angle d'axe de poussée est dirigé vers le côté gauche, on dit qu'il est positif. S'il est dirigé vers le côté droit, on dit qu'il est négatif. Il est important de connaître les conséquences d'un déréglage de l'angle de poussée.
usure anormale des pneumatiques, volant de travers et véhicule dangereux dans les courbes. Un mauvais réglage ne fait pas tirer le véhicule, donc si le conducteur vient avec ce problème, il faudra chercher un réglage sur un autre angle. Partons sur un cas concret, un véhicule qui avait zéro problème à l'origine. Toutes les valeurs sont parfaitement alignées sur leurs axes de roulage. La voiture prend un choc à l'arrière gauche et nous constatons avec un appareil de géométrie que la roue est en pince. Le parallélisme est à plus 0 degré 50 minutes comme sur cette image. L'angle de poussée qui était à 0 degré avant le choc est maintenant, à cause de cette roue, à moins 0 degré 25 minutes. Il va vers la droite car il est en négatif. Nous sommes en statique, mais si nous ne faisons rien sur le véhicule, le phénomène changera en dynamique car les deux roues avant vont prendre la même parallèle que l'angle de poussée. Le problème se décale à l'avant. Il va avoir le volant de travers et une usure importante sur les deux roues arrière. Est-ce que l'angle de poussée est réglable? Pas sur tous les véhicules, mais il est indispensable de le regarder sur tous les rapports de géométrie, car il a une conséquence directe sur la tenue de route et il peut être dangereux pour la conduite. Si vous ne changez pas des pièces ou vous ne réglez pas les roues arrière, voire le chapitre parallélisme, le véhicule risque de rouler en crabe et d'avoir le train arrière qui essaye de doubler l'avant. Vous voyez bien le danger. Y a-t-il un lien entre le parallélisme et l'angle de poussée? Oui, l'angle de poussée est impacté par le parallélisme partiel des roues arrière. Ça répercute le problème à l'avant et sur le volant. Imaginons que je puisse faire des réglages en dynamique. Si je règle le parallélisme partiel de la roue arrière gauche de mon véhicule en le réglant en pince, je peux voir que l'avant change de direction. Le parallélisme joue sur l'avant du véhicule. Si je fais la même procédure sur la roue arrière droite en la pinçant ou en ouvrant en parallélisme, je décale la direction du volant. Le phénomène est le même mais plus direct si mon angle de poussée est tourné vers la gauche. À retenir dans l'angle de poussée. L'angle de poussée est un des angles principaux. C'est l'angle formé par l'axe du train arrière et l'axe de symétrie du véhicule. Si l'axe se présente vers le côté gauche, alors c'est positif. En revanche, s'il est vers le côté droit, c'est négatif. L'angle de poussée peut entraîner une usure anormale des pneumatiques, un volant de travers ou un manque d'adhérence. L'inclinaison de pivot est l'angle qui fait l'axe de pivotement des roues par rapport à l'axe vertical du véhicule. Son rôle est la stabilité directionnelle, le rappel du volant et la réduction des contraintes de suspension et de direction. Un pivot trop faible provoque un manque de rappel du volant, une direction molle et une réaction au niveau de la direction. Un pivot trop fort réagit sur la direction qui devient dure et le rappel du volant devient trop important. S'il est inégalement réparti, le tirage aura lieu du côté où l'angle est le plus faible. L'inclinaison de pivot est mesurée par l'appareil de géométrie pendant le braquage 10 degrés, 20 degrés pour ceux qui connaissent. Il est primordial d'avoir correctement mis le presse-pédale. Une astuce pour s'assurer de bien mettre le presse-pédale de frein, il faut démarrer le véhicule pour avoir un meilleur blocage des roues. Ne pas confondre l'inclinaison de pivot avec le carrossage, car nous ne prenons pas en compte l'inclinaison de la roue, même si celui-ci risque d'impacter sur le comportement routier. Il est important de connaître les conséquences d'un déréglage d'inclinaison de pivot. Usure anormale des pneumatiques, tirage du véhicule, volant de travers, manque d'adhérence. L'inclinaison de pivot favorise les rappels de roues en position en ligne droite après un virage. Est-ce un angle réglable? Non, il n'est pas réglable. Il faut changer les pièces s'ils sont dissymétriques. Nous verrons sur un autre chapitre comment déterminer les pièces endommagées. Si je mets mal le presse-pédale, il se passe quoi? Les valeurs d'inclinaison de pivot vont être complètement fausses.
Exemple, la valeur de carrossage est bonne, droite et gauche, mais le pivot gauche est à 4 degrés et à droite 12 degrés. C'est évident qu'il y a eu un problème pendant la mesure de braquage avec l'appareil de géométrie. Souvent, ça vient de la mauvaise position du presse-pédale. Vérifiez et refaites la mesure. À retenir dans l'inclinaison de pivot. L'inclinaison de pivot est l'un des angles secondaires. C'est l'angle qui fait l'axe de pivotement des roues par rapport à l'axe vertical du véhicule. Il est mesuré par l'appareil de géométrie à l'étape du braquage. L'inclinaison de pivot peut engendrer une usure anormale des pneumatiques, un tirage du véhicule, un volant de travers ou un manque d'adhérence. L'angle inclus. Comme son nom l'indique, il inclut l'angle de pivot et l'angle de carrossage. Cet angle est un angle calculé et non mesuré. C'est ça plus ça, ça fait ça. Voilà, c'est fini, j'ai terminé. Bon, allez, je rigole. Ok, il y a plein de choses à dire, mais surtout dans le chapitre « Trouver les pièces à changer sur le véhicule ». Les conséquences, si anomalie, tirage du véhicule du côté où l'angle est le plus faible. L'angle inclus permet de détecter des déformations sur des éléments du train roulant. Le fait d'avoir des combinaisons de valeurs, il est possible dans la majorité des cas de faire des déductions grâce aux valeurs constructeurs. Voici un exemple. Regardez le trait rouge qui correspond à l'inclinaison de pivot et le trait vert à l'angle de carrossage. Les deux traits forment l'angle inclus. Maintenant, si l'angle inclus n'est plus bon et le carrossage non plus, sur cette image, l'angle d'inclinaison de pivot n'a pas bougé. Il est toujours bon par rapport au code constructeur. Alors, nous partirons sur le changement de la fusée et de l'amortisseur. C'est un exemple parmi d'autres combinaisons. Le carrossage supérieur à la cote d'origine, l'inclinaison de pivot dans la cote d'origine, l'angle inclus en dehors de la cote d'origine, donc supérieur, ça nous donnera une fusée à changer. Chaque choc a sa particularité et chaque véhicule aussi. Les combinaisons nous donnent une idée du problème, mais il est préférable de bien regarder dessous le véhicule et parfois retirer les roues avant pour comparer en mesurant les deux côtés. Il est important de connaître les conséquences d'un déréglage de l'angle inclus. Usure anormale des pneumatiques, tirage du véhicule, volant de travers et manque d'adhérence. À retenir dans l'angle inclus. L'angle inclus est un des angles secondaires. C'est un angle calculé et non mesuré. L'angle inclus est la somme du carrossage et de l'inclinaison de pivot. Il permet de prévenir une déformation d'éléments du train roulant. L'angle inclus peut provoquer sur le véhicule une usure anormale des pneumatiques, un tirage du véhicule, un volant de travers ou un manque d'adhérence. La divergence de braquage. Lors d'un virage, les quatre roues tournent autour du même centre de rotation. La roue intérieure étant la plus proche de ce centre, il faut que son angle de braquage soit supérieur à celui de la roue extérieure. La divergence est la différence d'angle de braquage entre la roue extérieure et la roue intérieure dans un virage. La divergence de l'angle de braquage doit être identique, gauche et droit. La divergence est déterminée par l'épure de Gentot ou d'Ackermann chez les anglo-saxons. Elle donne ainsi une indication sur le fonctionnement de l'épure de Gentot pour un braquage donné vers la gauche ou vers la droite. L'épure de Gentot permet d'obtenir les angles de braquage différents nécessaires pour négocier un virage. L'angle de braquage maximum doit être le même des deux côtés du véhicule. Si tel est le cas, les diamètres de braquage sont identiques. Il faut partir aussi du principe que l'angle de poussée doit être parfait,
comme on a vu tout à l'heure sur la vidéo, l'angle de poussée, si je fais sur ma petite voiturette, est parfait. D'accord? Mais si on fait une rotation et que mon angle de poussée, lui aussi, est tordu, ça ne va pas le faire, on ne va pas pouvoir avoir une rotation. Donc il est très important de surveiller que l'angle de poussée, bien sûr, est bon. Je vais vous montrer avec un schéma simplifié. La voiture parfaite, dans une courbe à droite, doit avoir les roues sur les traits verts. Vous voyez le prolongement des traits jaunes qui vont jusque sur le même point de rotation, comme une pointe de compas. Si mes roues étaient parallèles en rotation, comme sur ce schéma, elles tourneraient beaucoup moins bien et vont créer du ripage. Comment est calculée la divergence de braquage sur un appareil de géométrie? Je vais essayer de vous expliquer avec un exemple. Il y a 3 étapes à effectuer sur les plateaux pivotants. Vous partez à 0 degré sur chaque roue avant. Vous faites un braquage vers la gauche à 20 degrés sur la roue de gauche et la roue de droite sera à 14 degrés. Vous faites un braquage vers la droite à 20 degrés sur la roue de droite, la roue de gauche sera à 14 degrés. Vous avez une divergence droite et gauche identique de 6 degrés. Attention de ne pas dépasser l'écart maximum toléré d'environ 20 minutes. Partons sur un exemple d'anomalie. Le levier de direction est déformé, le parallélisme a été réglé, mais la biellette de direction est rallongée. Vous partez à 0 degré de chaque roue avant. Vous faites un braquage vers la gauche de 20 degrés sur la roue de gauche. La roue de droite est à 18 degrés. Vous faites un braquage vers la droite de 20 degrés sur la roue de droite. La roue à gauche sera à 10 degrés. Vous avez une divergence droite à 10 degrés et gauche de 2 degrés, ce qui fait un écart de 8 degrés. Nous avons largement dépassé l'écart maximum toléré d'environ 20 minutes. Pour cet exemple, il faut changer le porte-moyeu gauche. Quelle est la différence entre survireuse et sous-vireuse? Les survireuses sont le plus souvent des voitures à propulsion arrière, c'est-à-dire des voitures ayant un excédent de l'angle de contrecarrossage arrière, ou leur centre de gravité plus à l'arrière par rapport au milieu de la voiture. La voiture tend par conséquent à tourner plus que ne justifie le virage. Cela signifie que le conducteur est obligé de retenir la voiture en tournant le volant dans le mauvais sens. Les sous-vireuses sont le plus souvent des voitures dont le centre de gravité est en avant par rapport au milieu de la voiture. Lors de la négociation d'un virage serré, la voiture suit une trajectoire plus ouverte. La réaction instinctive et correcte du conducteur est de braquer davantage le volant dans la direction du virage, toujours dans le même sens par conséquent. La direction neutre implique que le conducteur ne reçoit absolument aucun signal par l'intermédiaire du volant sur le comportement de sa voiture. Il doit constamment s'attendre à ce que la voiture se mette à chasser brusquement et sans avertissement lors d'une négociation d'un virage. À retenir dans la divergence de braquage. La divergence est la différence d'angle de braquage entre la roue extérieure et la roue intérieure dans un virage. Elle est déterminée par l'épure de Gentot ou Ackermann pour les anglo-saxons. Le braquage maximum doit être le même des deux côtés du véhicule. Le survirage tend à tourner plus que ne le justifie le virage, alors que le sous-virage suit une trajectoire plus ouverte. On utilise les boulons excentriques sur les autos pour régler généralement le carrossage du train des roues arrière, le parallélisme arrière, le carrossage avant et la chasse avant. Ils permettent de tirer ou pousser sur la roue. Le mécanisme provoque donc un mouvement de rapprochement et d'éloignement par rapport à l'axe de rotation d'une pièce. Il peut arriver d'avoir un triangle avec deux excentriques. L'un règle la chasse, l'autre le carrossage. C'est le plus compliqué à régler. En cas de réglage, l'un bouge l'autre, vice-versa. Des réglages à la coupelle existent aussi pour régler le carrossage et parfois la chasse. Attention, certains font les deux et il faut composer pour avoir des bonnes mesures.
Les appareils de géométrie ont généralement une fonction roue-levée. Ne vous en privez pas car cette fonction fonctionne très bien sur les appareils récents. Il y a aussi les réglages avec les vis à desserrer pour avoir un jeu de réglage ou de lumière qui aide donc le déplacement comme le réglage au berceau. Il faut parfois des outils pour pousser l'ensemble ou le bon pied de biche. C'est simple mais moins précis, surtout si vous faites des réglages roue posée. Alors il y a un outil pour écarter l'angle que j'ai ici. D'accord? Donc cet outil qui est une sorte de tirant pour pousser entre ici la jante où on peut caler l'outil et l'autre le châssis. Ça permet d'écarter l'angle entre la caisse et la roue. Attention de bien le plaquer, parfois ça dérape. Il existe des sabots arrière à déplacer. N'hésitez pas à bien desserrer les vis roue levée et d'agir sur la roue pour avoir un effet de levier plus important. Parfois, des constructeurs demandent de changer les vis et certains, comme Mercedes, demandent de mettre une vis légèrement ovalisée pour faire un petit réglage. Il y a des cales de réglage, c'est celui qui est le plus drôle à faire, surtout si la caisse est rouillée. Alors, la précision n'est pas toujours là. Je vous conseille de faire les réglages roue levée, car c'est le réglage le plus long à effectuer, et il n'est pas rare de refaire la mesure 2 à 4 fois si on est bon. Vous verrez dans le chapitre « Convertir les degrés minutes en millimètres », ça peut vous aider pour mettre la bonne cale d'épaisseur quand on sait convertir en millimètres. Les tirants, rien de bien compliqué, comme pour le parallélisme. Il faut desserrer l'écrou de serrage et bouger l'ensemble pour trouver le bon réglage. Le moins rigolo est celui qu'il faut desserrer, retirer, puis tourner dans le vide en comptant les tours et remettre facilement comme sur la vidéo. Pour ceux qui connaissent, ils rigolent en regardant la vidéo. Bien sûr, on a retiré la roue pour faire le réglage. Il faut donc tout remettre, puis remesurer la voiture. Un bonheur si elle est bonne juste après. J'ai gardé le meilleur pour la fin, la courbe de variation de parallélisme. C'est une chose qu'il faut analyser aussi. Faites l'expérience si vous avez un appareil de géométrie. Vous mesurez une voiture et faites le réglage. Puis, vous levez légèrement les roues avant ou l'ensemble du véhicule. Vous allez observer la courbe de variation de parallélisme, c'est-à-dire que les roues avant vont pincer ou s'ouvrir naturellement et toutes les valeurs de parallélisme que vous avez réglées roue posée sont complètement hors cote. Mais c'est voulu, car le but est de savoir comment le véhicule se comporte quand il vole dans les airs. Plus sérieusement, la voiture se courbe en arrière quand j'accélère et vers l'avant quand je freine. Donc, il est bien d'observer ce phénomène en levant les roues légèrement pour voir si les valeurs gauche et droite s'équilibrent. Il existe une voiture, exemple quelques Audi A4, qui ont un réglage de parallélisme qui se trouve en haut de la roue. La rotule de direction est plus haute que les autres voitures. C'est sans doute un rappel nostalgique au Saxo, AX et d'autres voitures légendaires. Sérieusement, il y a une petite modification à faire. Il faut lever les roues et mettre un outil uniquement commandable chez Volkswagen qui se pose sous le berceau. 2 chandelles peuvent faire le travail aussi. Vous avez maintenant la possibilité de régler la rotule en desserrant la vis de dessus et en descendant l'ensemble, puis serrer l'écrou de serrage. Attention, il est logique de la mettre de la même hauteur que l'autre rotule, à savoir par exemple que d'origine, le constructeur met 3 à 4 mm entre la vis et la rotule. Quand vous allez descendre le véhicule, vous pouvez faire une mesure et ajuster le parallélisme. Pas beaucoup de personnes connaissent ce réglage suite à un changement de rotule. Beaucoup serrent la vis à fond et l'écrou. Mais le problème peut se ressentir dans la conduite. Si l'autre côté n'a pas eu le même réglage au maximum, la voiture va faire une sensation de flottement, de dérive gauche à droite et en accélérant ou en freinant, comme sur les 4L qui avaient une hauteur de crémaillère de réglable avec des cales de différentes épaisseurs. Et il fallait surtout bien les remettre à leur place en cas de changement de pièce. À retenir dans les différents réglages sous un véhicule. Il existe plusieurs réglages possibles sous un véhicule. Le réglage excentrique, la coupelle, la vis à desserrer, les cales, le tirant et la courbe de variation du parallélisme.
Quand vous choisissez un véhicule dans la base de données de votre appareil de géométrie, avant de démarrer la procédure de géométrie en mettant les capteurs sur les roues, il y a sur votre écran les recommandations des constructeurs. L'objectif et le raisonnement de l'ingénieur qui a inséré les tolérances de la voiture est de prescrire des conditions avec lesquelles elle a eu ces tolérances ultra précises et réduites de l'usine. Et vous demandez à votre tour de refaire à l'identique ces conditions pour pouvoir comparer les données. La préoccupation de certains ingénieurs est l'assiette de la voiture ou la hauteur de caisse. Car si elle est différente, elle va être hors cote par rapport aux valeurs de géométrie. Surtout si l'ingénieur a donné des tolérances très fines. Un véhicule neuf sorti d'usine et un véhicule qui a roulé 40 000 km au compteur n'a pas la même hauteur en millimètres et pour autant, la voiture n'est pas à jeter à la poubelle. Le rapport de géométrie va peut-être sortir des valeurs hors cote dues à l'abaissement mécanique. Donc certains ont imaginé des exigences à effectuer lors de la géométrie sur un véhicule neuf ou qui a roulé, pour empêcher au mieux d'avoir des valeurs hors cote, sauf si le véhicule a une anomalie. Exemple, il faut mettre le poids dans le coffre à l'avant, à l'arrière, au coffre, à gauche ou à droite pour une BMW série 1 Sport. Il faut préparer le véhicule en rajoutant du poids indiqué par le constructeur, 68 kg à l'avant gauche et droit, 34 kg à l'arrière gauche et droit et 21 kg dans le coffre, afin d'effectuer une bonne mesure de géométrie et d'espérer avoir des cotes dans les tolérances d'origine. C'est la même préconisation pour Opel Vauxhall qui demande 2 poids de 70 kg à l'avant de la voiture et la moitié du plein dans le réservoir, car la bonne quantité peut être demandée, le plein à 100%, la moitié à 50% ou encore 0% pour certaines marques de voitures qui ne prennent pas en compte ce paramètre. Par exemple, une Cupra Leon, il est demandé d'avoir 100%. C'est évident qu'il n'est pas toujours possible de faire toutes les exigences du fabricant car nous n'avons pas une station essence à portée de main. Mais l'investissement des sacs de poids est intéressant car si vous vous rendez compte que le véhicule présente que la moitié du plein avant la procédure de la géométrie, l'astuce est de rajouter du poids manquant à l'emplacement où se trouve le réservoir. Par exemple dans le coffre, si c'est possible, pour compenser le manque d'essence. Il y a aussi des recommandations par les constructeurs français qui demandent de relever la hauteur de caisse ou de comprimer la hauteur. Pour l'exemple, nous avons choisi une Renault Clio 2 et nous voyons l'absence de cote de carrossage, chasse et inclinaison de pivot. Il faut relever simplement les valeurs H1, H2 et H3 avec un mètre, puis les reporter sur l'appareil. Attention, c'est toujours mieux de mesurer les mêmes points de l'autre côté du véhicule pour indication et pour comparer l'ensemble de la voiture. Selon les relevés que l'on a indiqués, l'appareil va prendre la valeur qui se rapproche dans les 3 lignes proposées par l'ingénieur pour désigner les bonnes tolérances grâce à des soustractions. Un autre exemple, le Vito Mercedes. Les codes constructeurs s'affichent avec le ROMES. C'est un outil qui sert à relever les inclinaisons en degrés sur le cardan et parfois sur le triangle. Pour cet exemple, il faut avoir une barre de poussée Mercedes qui se loge sur l'avant du véhicule, sur les 2 roues, afin de faire des bonnes mesures et aussi des bons réglages. Selon les mesures qui vont être prises, la valeur de tolérance qui se rapproche sera sélectionnée comme pour Renault et vous pourrez faire vos réglages. Un dernier exemple, nous avons choisi une Citroën C3. Toutes les cotes sont affichées car l'ingénieur n'a pas proposé comme Renault, plusieurs lignes de tolérance. Il n'y a pas le choix. Il faut comprimer la voiture selon la hauteur préconisée afin de rentrer la tolérance, mais il y a une touche H qui va vous guider. Il y a 4 cases à remplir, H1, H2, H3, H4. Mais elles ne changeront rien sur la machine, c'est juste pour noter. Il faut faire la soustraction des valeurs soi-même et mettre physiquement la voiture dans cette mesure en bridant le véhicule vers le sol ou en mettant beaucoup de poids. L'idée de tous ces constructeurs est de mettre la voiture en assiette de référence. À retenir dans poids et hauteur de caisse. Avant de commencer une géométrie, il y a les recommandations des constructeurs.
l'assiette de la voiture ou la hauteur de caisse, le poids et la quantité d'essence. Le but étant de mettre la voiture en assiette de référence pour les constructeurs qui le demandent. Conversion degrés-minutes en millimètres. Vous trouverez en annexe ce même tableau qui est en dessous afin de le télécharger et vous l'imprimer. En France, votre appareil de géométrie doit généralement vous donner des valeurs en degrés-minutes sexagésimales. Le système sexagésimal est un système de numérotation utilisant la base 60. Exemple, 1 degré 59 minutes, si je rajoute 1 minute, ça fait 2 degrés. Nous sommes sur une base de 60 minutes pour 1 degré. Il est nécessaire de savoir combien les valeurs degrés en millimètres pour comprendre l'épaisseur des cales, de relativiser ou l'inverse, s'inquiéter d'une anomalie sur un véhicule. Si je vous demande de représenter 2 mm avec vos deux doigts, vous allez facilement être capable de trouver l'écart sans outil. Si je vous demande de faire la même chose avec 30 minutes, c'est plus compliqué et c'est dommage car ça sert à diagnostiquer une pièce tordue. Regardons le tableau, la colonne de gauche. Nous avons des degrés-minutes que notre géométrie nous donne. Sur la ligne du haut, nous avons le diamètre de la jante. Le diamètre est important car c'est comme à l'école avec notre rapporteur. L'angle au démarrage ne fait pas un grand espace en millimètres sur la ligne de 0. Plus je m'éloigne du point 0, plus la valeur est grande. Le diamètre de roue va donner un point de sortie et livrer la conversion exacte dans le tableau. Regardez mon exemple. 0 degré 10 minutes sur une jante de 14 pouces, ça fait 1 mm. Ça fonctionne jusqu'à 1 degré. Sur une jante de 20 pouces, si je regarde bien, ça fait 8,8 mm. À retenir dans la conversion degrés-minutes en millimètres. Les valeurs données dans votre appareil de géométrie sont en degrés-minutes. Le système sexagésimal fonctionne par la base de 60 minutes pour passer à 1 degré. Le diamètre de roue est important pour convertir les degrés-minutes en millimètres. 0 degré 10 minutes sur une jante de 14 pouces fait 1 mm. Nous allons lire ensemble le tableau. Langage et abréviation géométrie. Alors, si vous l'avez bien sûr imprimé, vous pourrez le regarder en même temps avec moi ou juste en dessous de la vidéo. Les abréviations se lisent donc sur la gauche. Ça commence par ABS et ça finit par 4-4. Et on a la traduction français et l'abréviation en anglais. ABS, facile, on a le freinage ABS. Donc à chaque fois, vous avez l'explication anglophone. N'oublions pas que Autodata, c'est anglais. Donc les données sont données par un fabricant anglais. Donc du coup, c'est pour ça que tout le langage est à traduire. Alors, le plus courant, ça va être HD. HD, ça veut dire Heavy Duty, donc HD. C'est pas de siège arrière, c'est un véhicule commercial. Donc ça, c'est très intéressant quand vous choisissez un véhicule de bien faire attention sur la notation HD. Ça veut dire qu'il n'y a pas de siège arrière, ce qui fait que la chasse va être légèrement différente que si l'appellation n'est pas indiquée. Vous avez aussi PAS, PAS, c'est une direction assistée. Donc ça, il faut se méfier aussi. Bon, certains véhicules, le poids, léger poids qu'il y a en plus, mais bon, voilà, les valeurs aussi peuvent des fois changer par rapport à ça. Et STD, le plus courant, c'est la version standard, donc un véhicule standard STD. Une saloon, c'est berline. Voilà. Bon, après le reste, c'est des choses que vous allez tout de suite comprendre. 4x4, 4 roues motrices. Voilà. Et les véhicules longs aussi, quand on fait beaucoup d'utilitaires, les LWB, donc c'est les empattements longs. Donc là, il faudra juste sélectionner un empattement rallongé sur certains véhicules utilitaires. Voilà, je vous ai fait le tour. Après, vous pouvez donc imprimer, le garder proche de votre appareil pour pouvoir sélectionner le bon véhicule. Ça vous aidera. À
retenir dans langage et abréviation. Vous trouverez dans le tableau chaque abréviation avec leur traduction anglaise et française. Le plus courant est STD qui signifie standard. Attention aux spécificités comme HD pour véhicule commercial ou PASS, direction assistée, et plein d'autres se trouvant dans le tableau. Synthèse pour trouver les pièces à changer. L'idée est de comprendre les combinaisons sur les 3 angles: carrossage, inclinaison de pivot et angle inclus. C'est un maître conditionnel car toutes les voitures sont différentes et les chocs aussi. Mais ça vous dirige sur l'emplacement des pièces à changer. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'équilibre de la voiture et regarder l'ensemble. Avant de parler de conforme ou de non conforme au code d'origine, le principal est d'avoir l'effet miroir entre les deux côtés et que le véhicule soit en parfaite symétrie. Attention, je vous donne les règles pour changer les pièces. Je pars du principe qu'il n'y a pas de réglage à faire. Voici les 3 combinaisons principales. Lorsque l'angle inclus est conforme, l'ensemble pivot-moyeu n'est pas déformé. Il s'agit d'une déformation du bras de suspension inférieur ou bien d'une déformation du châssis. Lorsque l'angle inclus est non conforme à cause de l'angle de carrossage, il s'agit d'une déformation du moyeu, fusée, du roulement ou de la suspension. Lorsque l'angle inclus est non conforme à cause de l'angle de pivot, il s'agit d'une déformation du pivot ou de ses liaisons, comme la rotule supérieure ou inférieure, ou encore le cylindre bloc de coupelle. Bien sûr, si l'angle inclus, le carrossage et l'inclinaison de pivot sont non conformes, il faut changer le demi-train complet. Lorsque le parallélisme n'est pas conforme, il s'agit d'une déformation de biellette de direction, de rotule de direction ou bien le levier de pivot. La divergence de parallélisme arrière modifie l'angle de poussée. Ni une divergence de parallélisme avant, ni une divergence de parallélisme arrière n'agit sur le tirage d'un véhicule. Voici une étude de cas. Imaginons maintenant un client qui vient chez nous faire une géométrie. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le garagiste. J'ai la voiture de ma femme qui tire à gauche lorsque je suis en ligne droite. Alors j'ai le volant de travers et je suis obligé de maintenir à la droite pour tenir la ligne droite. Alors elle a roulé 5000 km, j'ai vu tout à l'heure une usure importante sur le pneu avant droit à l'épaule extérieure. Je vais vous faire participer à un petit jeu. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous allez cocher l'angle ou les angles pouvant être mis en cause à ce problème et je vous donnerai juste après la réponse. Vu que le véhicule tire et que vous avez une usure sur la roue avant droite, a priori c'est un problème sur le carrossage de pivot ou bien de châssis déformé. On écarte la châsse puisqu'il ne provoque pas d'usure et le parallélisme puisque un seul des pneus de l'essieu est usé. Et c'est un problème sérieux? Vous allez cocher là où les réponses à donner à ce client. Oui, peut-être que la déformation ait atteint le châssis, mais c'est peut-être aussi dû à une cause mineure sur le carrossage avant droit. On peut envisager le remplacement d'un bras de suspension, d'un pivot ainsi que le moyeu, mais pour l'instant, je ne me prononce pas car j'ai besoin de voir en dessous du véhicule et faire une géométrie. Merci. Le rapport de géométrie vient de sortir. Après l'analyse des mesures, l'angle inclus et le carrossage sont non conformes. L'inclinaison de pivot est conforme. Vous décidez de remplacer des éléments défectueux, cochez ceux qui sont les plus pertinents vis-à-vis de votre analyse. J'attends votre réponse. Lorsque l'angle inclus est non conforme à cause de l'angle de carrossage, les réponses possibles étaient une déformation du moyeu, fusée, du roulement de roue et ou la suspension. Bien joué, j'espère que vous avez aimé ce petit jeu. C'était notre dernière étude de cas.
n'hésitez pas à nous faire partager vos études à vous par message. Avant de parler d'études de cas, je vais condenser les problèmes constatés par les conducteurs et vous donner des pistes de recherche. Donc, si on vient avec un volant qui n'est pas droit, il faut déjà se concentrer sur le parallélisme, puisque c'est lui qui va nous donner donc, le volant, la trajectoire du volant. Donc, à vérifier sur le rapport de géométrie, le parallélisme. En deux, si le client se plaint d'un tirage de son véhicule, nous, là, on va plus se concentrer déjà dans un premier temps à une dissymétrie gauche-droite, donc on va vérifier les pneumatiques. Il faut donc vérifier la pression des pneumatiques gauche-droite, voir aussi si la monte est identique et que la structure est bien identique entre le gauche et le droite. Ensuite, la charge sur les pneumatiques, c'est-à-dire le chargement qui est mal réparti à l'intérieur du véhicule, ou alors une raideur sur les ressorts de suspension qui serait différente. Et puis, en troisième point, on va aller regarder l'angle de chasse, voir un peu sur le rapport de géométrie si vous voyez que le pivot est déformé, une rotule usée ou un bras de suspension déformé. Toujours sur le tirage du véhicule, maintenant on va vérifier nos trois angles qui nous intéressent, c'est-à-dire le carrossage en premier temps, voir un peu s'il est bien sûr il est conforme au code constructeur, s'il y a un visuel d'usure pneumatique, et si c'est le cas, on va se concentrer sur le moyeu qui peut être déformé ou un roulement de roue qui serait usé. Pour le pivot aussi, s'il est non conforme et qu'on trouve une usure pneumatique, on va se concentrer sur le pivot qui pourrait être déformé, une rotule usée ou un bras de suspension déformé. Et en dernier temps, ça sera l'angle inclus. S'il est donc conforme ou non conforme, il faudra se concentrer du coup sur le châssis qui pourrait être peut-être déformé. Maintenant, nous allons nous concentrer sur les clients qui se plaignent d'usure irrégulière des pneumatiques d'un même essieu. On va regarder la pression des pneus. Première chose à vérifier, la pression doit être suffisante et parfaite. Il ne faut pas qu'elle soit sous-gonflée ou trop gonflée. Le parallélisme arrière doit être identique pour que l'angle de poussée le soit aussi. Donc s'il ne l'est pas, on va vérifier si les bras de suspension arrière sont déformés ou que les fixations du train arrière sont peut-être aussi déformées. En dernier point, nous allons donc vérifier le parallélisme avant. S'il est bien sûr non conforme, on va peut-être se diriger sur une biellette de direction ou sur un levier de direction du pivot qui pourrait être déformé. Voici une étude de cas. Imaginons maintenant un client qui vient chez nous pour faire une géométrie. Bonjour monsieur le garagiste, j'ai une usure prématurée des deux roues avant sur l'extérieur. C'est depuis cet hiver, la route était verglacée et j'ai touché le trottoir avec mes deux roues avant. Bon, un petit choc, rien de grave, la voiture ne tire pas, mais j'ai remarqué que le volant n'était pas droit en ligne droite. Je vais vous faire participer à un petit jeu. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous allez cocher l'angle ou les angles pouvant être remis en cause à ce problème. Je vous donnerai juste après la réponse. Le véhicule use les pneus avant de la même façon. Il ne tire pas, donc le parallélisme avant est non conforme. D'accord, mais c'est un problème sérieux. Vous allez cocher là où les réponses à donner à ce client. Peut-être, mais pour l'instant, je ne me prononce pas. On va déjà remplacer les éléments influents sur le parallélisme.